Régulièrement, des ressortissants congolais vont en Europe pour des études dans l'espoir de revenir un jour contribuer au développement du pays grâce à leurs nouvelles connaissances. Le mercredi 11 septembre 2013, à l'UCL, Université catholique de Louvain, sœur Florence Mbia fut proclamée docteur en sciences médicales, option pédopsychologie, après une très brillante soutenance publique de thèse. La thèse soutenue s'intitulait « Attachement et capacité interactive des jeunes enfants congolais abandonnés en institution présidentielle ». C'était sous la direction du professeur Dr Dominique Charlier Mikolodiak. L'info en ligne des Congolais de Belgique s'est rendue là où sœur Florence évolue désormais. Madame Florence Mbia Mwadi, bonjour. Bonjour monsieur Cheikh Fita. Cela fait longtemps qu'on ne s'est plus vu. Évidemment. Combien d'années à peu près? 7 ans. Ah oui, ça passe vite, Oui. effectivement. Et dites-nous, où sommes-nous en ce moment? En ce moment, nous sommes à l'université de Kinshasa, au sein du centre neuropsychopathologique, communément appelé CNPP Unikin. CNPP Unikin. Alors, au CNPP Unikin, nous avons une unité de soins et de recherche en psychiatrie infanto-juvénile. Une nouvelle unité qui a à peine 3 ans depuis sa création. Ok, quel est le but exact de cette unité? Cette unité, comme le nom l'indique, unité de soins et de recherche en psychiatrie infanto-juvénile, a pour but de prendre en soin les enfants et les adolescents qui ont des difficultés par rapport à leur développement. Et ces difficultés se présentent sous forme de comportements. Et nous avons des comportements qui empêchent les enfants à s'intégrer dans la société ou à bien se développer. Et nous prenons en soin tout cela. Et aussi, en même temps, il y a la recherche. Nous sommes une unité de recherche aussi. Nous sommes à l'université. Il y a la recherche qui se fait dans ce domaine pour pouvoir approfondir davantage les connaissances dans ce sens de ce que nous soignons ici. Oui, avant d'aller en profondeur par rapport à ce que vous faites, dites-nous un peu comment c'est structuré. Vous dépendez de qui? Au-dessus de vous, il y a qui et qui? En dessous de vous, il y a qui? Voilà, nous sommes au sein du centre neuropsychopathologique. Il y a d'abord le comité directeur, où vous avez un médecin directeur et puis le médecin directeur adjoint et toute leur équipe. Et il y a aussi des différents services au sein de ce centre. Nous avons le service de psychiatrie de qui nous dépendons directement. Et donc il y a un chef de service de psychiatrie. Cette unité, c'est une unité de psychiatrie infanto-juvénile, une psychiatrie qui concerne les enfants et les adolescents. Voilà, on dépend du chef de service et au-dessus du chef de service, il y a l'équipe dirigeante du CNPP. Et le CNPP dépend de qui? Le CNPP dépend directement de la faculté de médecine, ce qui fait que le médecin directeur du CNPP est considéré comme vice-doyen, pas comme, mais il est vice-doyen de la faculté de médecine. Autrement dit, c'est une institution qui appartient à l'État congolais. Oui, c'est une institution qui appartient à l'État congolais et nous y travaillons en tant que professionnel dans ce domaine. J'ai été formée dans le domaine de psychiatrie infanto-juvénile et comme professeur à l'université de Kinshasa, j'appartiens au corps professoral de l'université de Kinshasa et ici, comme responsable de cette unité, je suis sous la responsabilité de l'État congolais. Très bien, ma sœur Florence Mbia Mwadi. Et on s'était rencontrés en Belgique. J'avais pu visiter l'Université Saint-Luc, c'est cela? Oui, oui. Où vous avez défendu votre thèse. En quelques mots, dites-nous, qu'est-ce que vous avez été apprendre là-bas? Qu'est-ce qu'il y a eu comme formation pour vous? Oui, je suis arrivée en Belgique en 2008 pour approfondir mes connaissances en psychologie parce qu'au départ, je suis psychologue clinicienne et j'ai voulu approfondir mes connaissances en psychologie. Et là, tout de suite, je me suis intéressée à tout ce qui concerne l'enfant et l'adolescent.
vous savez, la psychologie est vaste. Alors chacun peut approfondir un domaine et c'est ce domaine-là qui pourrait constituer sa spécialité ou sa spécialisation. Et moi, je me suis intéressée à toutes les pathologies qui perturbent le développement de l'enfant et de l'adolescent. Et à l'Université catholique de Louvain, j'étais doctorante et directement, j'appartenais aussi à la faculté de médecine où je faisais ma pratique professionnelle au sein du service de psychiatrie infanto-juvénile. Et c'est là que j'ai vraiment approfondi cette connaissance pratique pour soigner les enfants et les adolescents qui sont perturbés dans leur développement, dans leur croissance et dans leur vie, dans leur comportement. Et ça empêche que ces enfants et ces adolescents puissent s'intégrer correctement dans la société. Et parfois, ces adolescents et ces enfants sont mis en marge de la société. On les écarte parce qu'on pense que les pathologies dont ils sont victimes ou dont ils souffrent ne sont pas des pathologies qu'on pourrait soigner, alors qu'on peut soigner toutes ces pathologies-là. Ma soeur, nous sommes en République démocratique du Congo. Concrètement, les cas dont vous parlez, on les trouve aussi ici, ou bien c'est, comme on dit, c'est purement pour les Blancs? Non, je dirais que l'homme est universel et l'enfant aussi. Ce que nous retrouvons ici comme pathologie, ce sont les mêmes qu'on trouve partout. Moi, j'ai fait par exemple ma thèse sur les questions d'attachement, qui est un lien particulier entre l'enfant et la personne qui s'occupe de lui. Et ce lien-là détermine en quelque sorte l'avenir, le devenir de l'enfant. Et si ce lien-là est positif, le devenir de l'enfant est en quelque sorte assuré. Mais si c'est un lien négatif, on trouve très souvent des enfants qui ont développé un attachement désordonné, un attachement désorganisé ou bien insécure. On trouve à la longue ces enfants-là dans des situations de comportement qui sont aussi perturbés et qui perturbent même aussi la vie de la société et qui ne savent pas, ces enfants-là, se développer comme les autres enfants. Donc, on peut le trouver ailleurs, comme ici, dans ma recherche pour ma thèse, dans ma recherche doctorale. J'ai vu ça. Je suis venue sur terrain, j'ai récolté les données et j'ai fait mes analyses. J'ai trouvé que les enfants qui avaient le développement, l'attachement qui était positif, comme je pourrais dire, l'attachement sécure, ces enfants-là avaient plus de chances de bien se développer. Et même par rapport aux études, c'est des enfants qui pouvaient bien se développer aussi sur le plan scolaire, académique et consort. Alors, ici, souvent, on ignore. Et nous avons ces enfants, ils sont tout pleins dans notre société. Oui, vous m'arrachez la question, je ne continue pas, je vais poser ma question plus concrètement encore. Parce que vous savez, il y a des tas de familles, quand vous êtes sur les routes, vous voyez des enfants qui courent, quand vous voyez, vous entrez dans les maisons, la maman n'est pas là, le papa n'est pas là, on laisse les enfants, etc. etc. Quand vous circulez dans la ville de Kinshasa, est-ce que vous sentez qu'il y a l'attachement entre l'enfant et les parents? Ou bien la vie telle qu'elle se présente est vraiment un créneau qui pourrait faire en sorte que cet attachement-là ne soit pas là? Oui, bon, on ne peut pas observer l'attachement comme ça en parcourant la ville de Kinshasa. Ah, okay, bon. Il faut observer l'enfant dans son milieu naturel, dans un lien, dans une relation mère-enfant, enfant-parent. C'est là qu'on peut vraiment faire une observation objective. Okay. Et tous les enfants qu'on voit courir dans la rue, on ne va pas dire que cet enfant-là n'a pas d'attachement et tel autre n'en a pas. Ça ne veut rien dire, hein. Ça pourrait même vous étonner. Moi, j'ai observé des enfants abandonnés. Oui. Vous voyez, ceux qu'on appelle communément des chégués. Oui. Il y en a qui ont des enfants. Ils ont eu des enfants dans la rue. Alors, j'ai pu observer certains liens entre ces mères
qui vivent dans la rue, mères Chege et leurs enfants. Et j'ai pu constater que chez certaines mères Chege, il y avait un grand amour et un lien tellement solide entre cette mère et son enfant, si bien que je me disais, cet enfant a la chance de mieux se développer. Et quand on échange avec certaines, elle dit, je n'aimerais pas que ce que moi j'ai subi soit aussi vécu par mon enfant. Hein, pour vous dire que ce sont des enfants qu'on peut aussi récupérer, qu'on peut aider, qu'on peut orienter. Mais seulement, parfois, ces mères Chege sont dépourvues de moyens et elles ne savent pas comment élever correctement leurs enfants. Mais la plupart de ces mères ne sont pas prêtes à faire subir à leurs enfants ce qu'elles-mêmes ont subi. Donc ça, c'est vraiment une recherche que j'ai faite qui m'a moi-même surprise, puisque je m'attendais à voir dans ce milieu-là des enfants qui sont délaissés, qui sont abandonnés. Mais au contraire, ce sont des enfants qu'on peut bien récupérer et qui peuvent bien se développer. Merci beaucoup, ma soeur. Donc, il y a des enfants qui arrivent ici pour consultation. Et quel est le déclic qui fait qu'un parent se rende compte que non, il faut que j'amène mon enfant là-bas? Les enfants viennent ici pour plusieurs pathologies. Hein. Vous avez entendu par exemple parler de l'autisme. Et l'autisme se remarque dès le bas âge. Oui. Déjà, un enfant... ça en 2-3 mots pour ceux qui ne comprennent pas. Mais pour l'autisme, c'est cette pathologie qui touche l'enfant et qui touche pratiquement le système de communication. Ce sont des enfants qui ne savent pas communiquer avec l'autre. Il y en a qui n'ont pas la parole, qui ne savent pas parler. D'autres ont la parole, mais leur système de communication est perturbé. Si bien que quand un enfant autiste a un besoin, au lieu de l'exprimer par la parole, ou bien d'avancer vers vous, il peut piquer une crise qui peut même perturber le moment que vous êtes en train de passer. Et ce sont des enfants qui ont du mal à s'adapter dans de nouveaux milieux. Et c'est vraiment des situations qui sont difficiles et dures à gérer au quotidien, si bien que les parents, parfois, ils sont essoufflés, ils ne savent pas quoi faire. Et c'est des enfants qu'on ne peut pas facilement envoyer à l'école parce que quand vous l'envoyez à l'école, il est tellement perturbé, si bien qu'il perturbe aussi l'environnement. Il perturbe les autres. Les autres ne savent pas suivre les cours à cause de lui. Et alors, ce sont des enfants parfois qu'on met en dehors du système scolaire. Il y a les enseignants qui disent on ne peut pas le garder, gardez votre enfant à la maison. Ok, ma soeur, oui, j'ai bien compris. En fait, les parents normaux, si vous devriez leur adresser un message, qu'est-ce qui, s'ils remarquent chez leur enfant, ils devraient faire attention et à la rigueur venir vous consulter? Comment est-ce qu'ils vont se rendre compte de ça? Bon, simplement, je dirais qu'un parent qui voit que son enfant a des difficultés de communication, un parent qui voit que son enfant ne sait pas se poser, puisqu'il y a des enfants qui sont tout le temps en mouvement, et des mouvements qui peuvent même mettre les autres en danger et le mettre lui-même en danger. Un enfant qui saute, qui monte, qui ne sait pas se poser une seconde sur une chaise, tout cela. Un enfant qui a le retard de langage. Il y a des enfants où il n'est pas sourd-muet, mais vous sentez que l'enfant, malgré l'âge qu'il a atteint, ne sait pas toujours utiliser le langage correct. Bien, il y a un retard qui se fait voir clairement. Alors, les parents sont appelés à venir nous consulter. Et un enfant aussi, et par rapport à l'école, qui ne sait pas s'adapter correctement à l'école. Il y a ce retard mental où l'enfant ne sait pas retenir ce que les autres retiennent facilement. Et tout ça aussi, ce sont des situations qui demandent assez que les parents consultent pour qu'on voit un peu c'est quoi le problème qui perturbe l'enfant. Ok, c'est un grand devoir, une grande responsabilité des parents. Donc, quand ils ont des enfants, ils doivent faire très attention, c'est cela? Les parents doivent faire très attention. Dès le bas âge, il faut observer l'enfant dans ses mouvements, dans ses réactions, dans ses réponses
par rapport à ce que nous lui envoyons comme signaux. Parce qu'un enfant doit savoir répondre aux signaux. Et très tôt, on peut remarquer que cet enfant capte les signaux qu'on lui envoie ou pas. Vous souriez à un enfant et il ne se rend pas compte que vous le souriez, et vous le souriez et puis il ne répond pas à votre sourire. Vous appelez un enfant, il ne réagit pas, et vous donnez des instructions, l'enfant ne sait pas suivre, ne sait pas. Alors ce sont des petits faits parfois, mais qui demandent à ce que nous puissions être, surtout aux parents, d'être très attentifs pour que ça ne puisse pas se développer autrement. Maintenant, d'une façon purement matérielle, comment est structurée votre unité? Vous avez un petit bureau, vous avez des locaux, vous avez... Oui. Dans cette unité, nous travaillons en équipe. Hein. C'est une équipe multidisciplinaire. Nous avons au sein de cette unité des médecins, nous avons des pédopsychiatres, nous avons des psychologues, des psychomotriciennes, des logopèdes, des infirmières, une cuisinière, des gardiens et des techniciennes de surface. Donc vous voyez que c'est toute une équipe qui travaille autour de l'enfant. Alors, selon les spécialités, nous avons nos bureaux. Et moi, j'ai mon bureau comme pédopsychologue et responsable de l'unité. Les médecins aussi ont leur cabinet où ils consultent. Il en est de même pour le psychologue et ainsi de suite. Comme vous pouvez voir vous-même, nous sommes au sein d'un pavillon du CNPP. Ce pavillon a été donné par le CNPP pour que nous puissions installer cette unité de psychiatrie infanto-juvénile. Et donc, c'est des pavillons qui ont été bien dotés et bien aménagés pour que le travail se fasse dans de bonnes conditions. Voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à... Et ma soeur, vous avez dit que c'est une institution publique, autrement dit, c'est pris en charge par l'État. Est-ce que vous avez suffisamment de moyens pour mener à bien vos travaux? Oui, c'est pris en principe, en théorie, c'est pris en charge par l'État. Malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de moyens pour mener à bien nos travaux. Et les travaux de recherche, vous savez, ça demande assez de moyens. Mais c'est difficile pour nous de faire toutes ces recherches sans les moyens dont nous avons besoin. Et ça, c'est ça notre grande difficulté. Bon, quand on fait le budget de l'État, nous supposons que le CNPP émarge au budget de l'État. Il y a des montants qui officiellement sont alloués au budget. Vous êtes au courant ou pas? Bon, ça, je ne suis pas au courant, je ne sais pas. Bon, je confirme, j'étais parlementaire, je sais. Donc il y a sûrement une rubrique pour CNPP. Et donc cet argent ne nous arrive pas, ou n'arrive pratiquement pas, à part les salaires. Bon, même pour les salaires, c'est un problème encore. Je vous dis que c'est une équipe qui doit travailler, dans cette unité, on doit travailler en équipe. Et il y a certains membres de l'équipe qui se sont découragés parce qu'ils n'ont pas de salaire et oui, ils n'ont pas encore été mécanisés, et ça traîne depuis 3 ans. Ça traîne depuis 3 ans. Vous voyez, c'est une nouvelle unité qui demandait que nous puissions faire venir des personnes qui peuvent travailler dans cette unité, comme les éducateurs et éducatrices. Vous avez parmi ces gens-là même des personnes qui sont venues avec leurs connaissances particulières pour travailler avec ces genres d'enfants qui ont des difficultés. Parce qu'ici, on ne soigne pas seulement avec les médicaments. Il y a des ateliers qui s'organisent et qui vont aider les enfants par rapport à la psychoéducation. Et ça nécessite des personnes qui sont formées dans ce domaine. Vous n'avez pas besoin seulement des infirmières. On a des infirmières, quelques infirmières qui sont mécanisées, mais d'autres qu'on a dû ajouter parce que ce sont des enfants qui mobilisent beaucoup d'efforts, beaucoup de force. Vous ne pouvez pas avoir une seule infirmière pour cette unité. Ce qui fait que nous en avons eu besoin au moins de 5. On a eu besoin de 5 infirmières, au moins, parce qu'on pouvait en avoir plus.
Mais de ces 5-là, nous avons seulement 2 qui sont mécanisés, que nous avons trouvés au CNPP. Les 3 nouvelles qui sont arrivées avec leurs nouvelles connaissances ne sont pas mécanisées. Et du coup, les gens se découragent et s'en vont. Et ça, c'est notre grande difficulté. Moi, comme professeur d'université, oui, j'ai mon salaire comme professeur, mais et mes collègues avec qui je travaille, qui n'ont pas de salaire, que vont-ils faire? Ce sont des pères de famille, des mères de famille. Alors, on ne va pas faire travailler des gens qui ne sont pas payés. Et parfois, on est obligé de les laisser partir. Alors que ce sont des gens qui ont bénéficié de la formation, parce que depuis que nous avons ouvert cette unité, nous organisons des sessions de formation. Comme c'est une unité de psychiatrie infanto-juvénile, c'est je dirais, une première à Kinshasa et même dans la République. Il n'y en a pas. Or, nous avons des situations qui perturbent les enfants. Vous avez les enfants qui ont vécu des situations traumatisantes dans des zones de guerre, des enfants qui sont abandonnés, des enfants qui naissent dans des conditions difficiles. Vous savez, ça je dois vous dire qu'un enfant dans le sein de sa mère est en contact direct avec tout ce qui se passe autour de lui. Et nous avons vécu des situations traumatisantes dans ce pays. Des mères enceintes qui portent des enfants alors qu'elles-mêmes elles sont dans des situations traumatisantes, troublées et tout cela. Ces enfants qui viennent au monde comme ça. Et après, quand elles commencent à développer des troubles du comportement, ils doivent être pris en charge. Donc nous avons ce besoin-là est immense, est immense. Je peux même vous donner un exemple. J'ai été à Bukavu pour donner cours à l'UEA. Alors là, j'ai pu visiter le centre du docteur Mukwege. Et vous avez des enfants qui sont nés suite à des viols. Vous avez des enfants et des adolescents qui avaient été violés. Alors, on me dit, mais venez aussi installer ce centre-là que vous avez à Kinshasa ici. Parce qu'on peut les soigner, on peut soigner leurs blessures physiques, mais leurs blessures psychologiques demandent à ce que ça soit aussi soigné. Et c'est dans des structures pareilles qu'on peut les soigner. Et des gens de structures, je dois le dire sans avoir peur de me contredire ou d'être contredite, que c'est l'unique au pays. C'est l'unique. Pour 80 millions d'habitants. Voilà, voilà. Ma sœur, si vous devriez vous adresser aux autorités, que ce soit le ministère de la Santé, votre ministère un peu de tutelle, que ce soit le Parlement, ou même le président de la République, pourquoi pas? Parce que il a vécu dans le pays où vous avez été formé. Qu'est-ce que vous leur diriez? Bon, si je peux m'adresser à eux, je dirais qu'ils doivent penser à jeter un regard soutenu et particulier à toutes ces institutions étatiques qui font des efforts pour aider l'État. Parce que le travail que nous faisons ici, c'est pour compléter ce qu'eux ils font. Ils sont là, chacun doit prendre sa part des responsabilités. Nous prenons notre part des responsabilités en soignant ces enfants qui sont les futurs citoyens de ce pays. Et si ces enfants ne sont pas soignés, je me demande c'est quel peuple qu'ils pourront diriger demain. C'est quel peuple qu'ils pourront diriger demain. C'est pourquoi ce sont des troubles, ce sont des perturbations qui peuvent être bien prises en charge, mais à condition qu'on nous donne tous les moyens dont nous avons besoin. Le premier moyen dont on a besoin, c'est le salaire, la mécanisation de ceux avec qui nous travaillons et le fonctionnement aussi de ce centre. Je vous ai parlé de la cuisinière parce que nous avons des enfants qui sont hospitalisés ici jour et nuit et ils doivent manger. On ne doit pas demander aux parents, vous voyez le CNPP où c'est situé, avec les difficultés de transport, demander aux parents de leur apporter la nourriture chaque jour, c'est compliqué. Déjà, ce sont des enfants dont les parents n'ont pas vraiment la force de faire soigner. Alors, quand ils arrivent quand même à les amener, il faut encourager les parents. Alors, on ne doit pas les décourager en leur demandant d'apporter la nourriture chaque jour. Alors, nous avons organisé la cuisine ici pour que les enfants aient à manger. Et ces enfants, jusque-là, durant ces 3 ans, ils ont été nourris grâce aux efforts de l'équipe, aux efforts du CNPP, hein, qui parfois
donne un petit rien pour que les enfants aient à manger, et aussi aux dons. Hein. Par exemple, pendant cette période de Noël, je suis allée, moi je suis religieuse, je suis allée pleurer auprès de mes autorités pour leur dire j'ai mes enfants là-bas, pensez à eux et tout ça, et ils nous ont donné quelque chose pour ces périodes. Et donc, vous voyez, on ne va pas continuer à vivre avec les dons. Il faut qu'il y ait des structures bien organisées, qu'on puisse vraiment penser régulièrement à ces malades. On a l'impression que les malades du CNPP, que ce soit les enfants comme les adultes, sont oubliés. Ce sont des êtres humains et on doit penser à eux. Quand on donne des dons, et ça, je vais peut-être plus loin, il y a quelques mois, nous sommes ici au CNPP, nous apprenons qu'il y a des dons qui sont donnés aux cliniques universitaires. Et nous tous ici, nous avons dit, mais non, mais ils sont passés par où? Comment ils n'ont pas vu le CNPP? Vous voyez, parfois la tendance est d'aller plus loin, oublier qu'il y a aussi des êtres humains qui sont ici, qui ont besoin aussi d'aide, qui veulent aussi qu'on puisse s'occuper d'eux. Sœur Florence Ndiamwadi, nous vous remercions pour cet entretien que vous avez bien voulu accorder à l'Info en ligne de Congolais de Belgique. Oui, parce que je suis de Belgique, je suis de passage ici. Je pensais que c'était vraiment utile que je vienne ici. Mais avant de nous séparer, peut-être que vous avez un dernier mot, un message. Oui, d'abord je vous remercie d'être venu nous visiter. Vous avez été à la soutenance de ma thèse, donc vous êtes témoin de ce que nous avons commencé à faire depuis la Belgique, et arrivé à Kinshasa, vous avez pensé venir voir ce qu'est devenue la sœur Florence et qu'est-ce qu'elle a fait de sa thèse. Je vous remercie de tout cœur, et je voudrais aussi remercier notre gouvernement pour tous les efforts qu'il fait pour pouvoir s'occuper du pays et s'occuper du peuple. Et je réitère ma demande que dans ces efforts-là, qu'il n'oublie pas que nous avons besoin de son aide, de son soutien pour que cette institution continue à vivre. Et je remercie mes autorités académiques, administratives de l'université de Kinshasa et de la faculté des médecines et de la faculté de psychologie qui nous soutiennent malgré toutes les difficultés que nous rencontrons. Elles sont toujours là et elles nous soutiennent dans nos recherches, dans notre pratique. Et je voudrais inviter les parents à demeurer vraiment attentifs à tous les signaux inquiétants qu'ils peuvent remarquer chez les enfants et qu'ils sachent qu'il y a un endroit où on peut prendre en charge ces problèmes qui vous dépassent. Et c'est ici, au CNPP, au sein de l'unité de psychiatrie infanto-juvénile. Parfois, on se dit, mais est-ce que ça se soigne? Ça, c'est des questions que je reçois. Il y a des parents qui disent, ma soeur, est-ce que cet enfant s'en sortira? Est-ce que vraiment vous pouvez soigner cela? C'est ça, c'est vrai, c'est légitime cette inquiétude, mais ce n'est pas pour rien que nous sommes là. Nous invitons les parents, dès que vous voyez que l'enfant vous inquiète par son comportement, par certains faits, amenez-nous cet enfant et on va voir ensemble comment l'aider. Voilà tout ce que je pouvais dire. Je vous remercie encore pour votre attention. Encore une fois, merci beaucoup, sœur Florence Ndiamwadi. Mesdames et messieurs, c'était l'entretien, un entretien que nous a accordé docteur sœur Florence Ndiamwadi, docteur parce qu'elle a eu son doctorat en Belgique. Et c'est donc notre dernier entretien pour cette année 2020. Et à vous, à tous ceux qui vous sont chers, nous vous souhaitons une bonne nouvelle année 2021 et que cette année vous apporte tout ce que vous avez comme souhait, santé, succès dans ce que vous faites. Encore une fois, merci et à la prochaine.
Moi, je suis docteur Mapaya Nguiteni Blandine Charon. Je suis médecin neuropsychiatre et pédopsychiatre. Ici, nous sommes à l'unité de pédopsychiatrie. Nous occupons des enfants avec troubles de comportement, donc la psychiatrie infanto-juvénile. Nous recevons des malades qui viennent de partout, de toute la République et les différentes provinces de la République et de la ville de Kinshasa. Nous sommes à l'université de Kinshasa, bien sûr. Et les malades, tout à l'heure, vous avez vu des enfants qui viennent. Nous recevons les enfants et les adolescents. C'est une unité qui s'occupe vraiment de la psychiatrie infanto-juvénile. Nous faisons aussi des recherches par rapport à toutes ces pathologies qui dérangent le développement normal de l'enfant. Et les pathologies que nous avons rencontrées vraiment couramment durant les 3 dernières années que nous avons fonctionné, et plus les enfants qui viennent avec des troubles du spectre autistique, et des troubles d'apprentissage et des troubles de langage en dehors des troubles du spectre autistique, parce que dans les troubles du spectre autistique, il y a un trouble de langage qui est là, mais il y a des enfants qui viennent avec un retard de langage qui n'est pas dans le spectre autistique que nous prenons en charge par nos rééducations orthophoniques. Il y a des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage à l'école, des troubles de l'équilibre, des troubles de la marche. Et ça, c'est les services de psychomotricité qui s'occupent de ça, donc la psychomotricité des enfants. Et puis, nous avons les services de psychologie clinique parce qu'il y a des enfants. Nous sommes dans un pays où on vit un stress perpétuel, surtout avec des situations qui se passent à l'est de notre pays et des difficultés que les parents éprouvent à prendre en charge convenablement les enfants. Il y a des enfants qui sont dans les décrochages scolaires, qui vivent dans des centres de rééducation, qui ont des troubles d'attachement, des blessures et traumatismes psychologiques que nous prenons en charge pour la psychoéducation. Okay. Moi, c'est Dr Kayemba Ilunga. Je suis assistant de 2e mandat dans les services de psychiatrie. Je suis médecin traitant dans les services de pédopsychiatrie, ici où nous sommes la prise en charge des troubles de comportement et des enfants. Ici, nous prenons en charge tous les troubles de comportement des enfants et des adolescents de 0 jusqu'à 22 ans. Alors, les enfants présentent des troubles de comportement différents et tous ces comportements des enfants, que ce soit sur le plan de l'agitation, sur le plan des comportements à la table de manger, troubles de langage, troubles de la marche, et les agitations et les difficultés d'apprentissage, tous ces troubles de comportement sont pris en charge ici. Les enfants présentant des troubles de comportement sont un avenir de demain. Il ne faut pas cacher ces enfants-là dans la chambre comme font certaines personnes, parce que l'enfant présente un trouble de comportement, on les cache dans la chambre pour que les visiteurs ne puissent pas le voir. Ou des fois, on amène ces enfants à des églises ou à des traitements traditionnels, sans pour autant ignorer que nous sommes un centre spécialisé et l'unique en République démocratique du Congo, notre pays. C'est l'unique centre de prise en charge des enfants. Alors, à tout le monde qui a les enfants présentant un problème du comportement, d'amener leurs enfants ici. C'est une unité spécialisée au sein du centre neuropsychopathologique de Kinshasa, à l'université de Kinshasa. Donc, CNPP, il y a une filière de la prise en charge des enfants. Alors, à tout le monde qui a des enfants présentant ces soucis de comportement, d'amener leurs enfants ici parce qu'il y a des personnels spécialisés pour la prise en charge de ces enfants.
Moi, je suis la sœur Germaine Nkoubou. Je suis kinésithérapeute et puis psychomotricienne. Ici, nous recevons des enfants qui ont des problèmes psychiques. Et ces problèmes-là se répercutent souvent sur les mouvements du corps. Alors, nous les soignons pour qu'ils puissent récupérer et pallier à tous ces problèmes-là. Alors, il y a des problèmes comme le schéma corporel. Les enfants perdent parfois des schémas corporels. Ils ne savent pas où se trouve la tête, le membre du corps. Et puis, il y a aussi des enfants qui sont hyperactifs. Ils courent de par-ci, par-là. Et on a aussi des enfants qui ont perdu tous leurs mouvements. Ils sont là sur place, ils ne savent pas bouger. Et nous les soignons avec des matériels qu'on a ici. Moi, c'est Arinda Anamo Anastasie. Je suis kinésithérapeute ici. Je prends soin des enfants qui ont des problèmes de kiné, des enfants qui ne marchent pas bien. Nous avons des matériels pour les aider à bien marcher. Nous avons les infrarouges pour une bonne circulation sanguine, pour diminuer la douleur. L'infrarouge là fait beaucoup de choses dans le corps des enfants et les autres. Je suis psychologue, je m'appelle Jeanne Ngoudia. Ici, je fais le travail des enfants. Souvent, je reçois les enfants pour des consultations. Quand je reçois les enfants, je consulte, je vois le problème de l'enfant. Il y a parfois les enfants qui ont les problèmes de personnalité. Il y a parfois d'autres enfants qui ont les problèmes cognitifs. Quand les parents nous les amènent, nous les consultons et les résultats que nous avons, c'est ce qui nous aide à prendre en charge ces enfants pour les aider à mieux avancer.